Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi partout au Sénégal, 12h en temps universel. Bienvenue au grand journal de la RFM. Au sommaire de cette édition, l'interdiction de l'achat de véhicules de fonction et de services au nom de l'État. La mesure annoncée hier entre en vigueur dès aujourd'hui. Dans ce journal, les explications du directeur de la DMT, la direction du matériel et du transit administratif. Toubatoul dit non à la collecte d'impôts. Conséquence, les services publics sont menacés. Une médiation a été entamée pour mettre fin à la contestation fiscale. Recrudescence des cas de maltraitance des enfants au Sénégal. Un collectif en tournée nationale pour recueillir les propositions de la société civile locale. Nous serons à l'étape de Ziguinchor. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Le navire de croisière Diamond Princess enregistre ses premiers morts, 2 décès à cause du coronavirus. Le Canada, qui dispose de 50 ressortissants à bord, se prépare déjà à toute éventualité. Guinée-Bissau, où les avocats du déclaré vainqueur à la présidentielle attaquent l'arrêt de la Cour suprême. Ils relèvent des incohérences au plan politique et juridique. Et puis, nous ferons le voyage entre Tanger et Casablanca à la découverte d'Al-Bourak, ce train marocain à grande vitesse, un véritable bonheur chérifien parmi les passagers. Khadim Baye, notre correspondant permanent au Maroc. Le détail de toutes ces informations dans le journal des sports Dans l'actualité internationale, le sommaire de l'actualité sportive, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane. Le tournoi de qualification olympique de boxe Zone Afrique démarre cet après-midi à Dakar. L'équipe du Sénégal passe de 7 à 5 boxeurs. Pape Mamadou Sow et Adolphe Silva sont recalés. On vous dira pourquoi. Le premier combattant sénégalais à monter sur le ring à 16h s'appelle Papa Mamadou Ndiaye. Nous aurons donc de ces nouvelles. À quelques mètres de là, le président Macky Sall va poser la première pierre du stade olympique. Et puis en football, classement FIFA des mois de janvier et février, le Sénégal reste leader en Afrique et 20e mondial. C'est avec vous que nous prenons rendez-vous dans le journal des sports. Et puis il y aura point de vue aujourd'hui. Nous discutons de la décision du président Macky Sall de geler toutes les commandes de véhicules par les structures de l'État. À la mise en œuvre de ce journal, Alioune Ba. Souleymane Niang. C'est la mesure phare du Conseil des ministres qui s'est réuni hier sous la présidence de Macky Sall, le chef de l'État, après avoir constaté le manque de rigueur dans l'application intégrale de la réglementation entraînant des abus aux conséquences budgétaires et financières énormes pour l'État. Après ce constat donc, le président Macky Sall a décidé de suspendre à compter de ce jeudi et jusqu'à nouvel ordre toutes les acquisitions de véhicules de fonction et de services au nom de l'État, des structures parapubliques et des sociétés nationales. Explication de texte et précision du directeur du matériel et du transit administratif Maguette Sène. Cette mesure est la résultante d'un benchmarking, c'est-à-dire d'une étude de bonnes pratiques au Rwanda. Maguette Sène précise également que seuls les véhicules de fonction sont concernés par la décision présidentielle. Le directeur de la DMTA est interrogé par Babacar Fall. C'est vrai qu'on va s'inspirer de l'exemple rwandais, mais ce n'est pas exactement ce qu'on va faire. Le Rwanda va fortement nous inspirer parce qu'il y a eu des missions qui ont été faites au Rwanda pour le benchmarking, un peu pour voir ce que le Rwanda a réussi. On va s'en inspirer fortement, et je crois que le président veut aller plus loin vers l'élimination carrément des véhicules de fonction. Il y a les véhicules de fonction, il y a les véhicules de service. Quels sont les véhicules qui sont concernés par la mesure? Bon, les véhicules de fonction, c'est les hautes autorités de l'État, c'est les ministres, les directeurs généraux, les directeurs généraux, que ce soit d'agence ou bien, en tout cas, une certaine catégorie. Les hauts magistrats, c'est une liste très restreinte, en tout cas, d'après le décret 2008-695 qui réglemente l'acquisition et l'utilisation des véhicules administratifs. Bon, maintenant, il y a eu des avis, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus de personnes qui ont des véhicules de fonction que prévu par la réglementation. Les véhicules de service, il va y avoir une réforme. Ça va être désormais géré en pool. Un véhicule de service, on ne peut pas s'en passer, parce qu'il faut nécessairement que le courrier de l'administration soit acheminé. Il faut que l'administration aille en mission à l'intérieur du pays. Mais je crois qu'avec la réforme, ça va être vraiment très encadré. Et seulement ceux qui ont droit à un véhicule de fonction auront droit à entrer dans ce système-là,
qui permet aux fonctionnaires, en tout cas, de participer, en tout cas, à l'acquisition du véhicule qu'il va désormais utiliser. Donc, l'administration dépensera moins pour acheter des véhicules, va dépenser moins pour faire l'entretien et dépensera moins en termes d'assurance. Pour illustrer les abus dans les commandes publiques de véhicules, nous sommes allés sur le site de l'Agence de régulation des marchés publics pour regarder les statistiques du premier trimestre de l'année 2019 en termes de marché passé, marché d'automobile. Mohamed Ali Mouba nous dresse le palmarès des autorités contractantes qui apparaissent donc dans ces documents. Entre le 1er janvier 2019 et fin mars, c'est-à-dire le premier trimestre de l'année dernière, l'administration publique a passé plus d'une trentaine de marchés pour l'acquisition de véhicules de tout type, de 4x4 aux véhicules berlines pour une valeur de près de 2 milliards de francs CFA. Au palmarès des autorités contractantes, trône au sommet la haute autorité des aéroports du Sénégal pour une valeur de 272 millions de francs CFA, suivi du COUD 190 millions, de la Cour des comptes qui a passé un marché de 176 millions, la pharmacie nationale d'approvisionnement 116 millions. Parmi les concessionnaires les plus ciblés figure CFAO Motors qui a gagné durant ce trimestre 677 millions de francs CFA. Vient ensuite Caetano Formula 177 millions de nos francs. Il y a eu aussi d'autres concessionnaires qui ont réussi à gagné beaucoup de marchés. Il s'agit de la Sénégalaise de l'automobile ou encore de EMG Universal. Rappelons également que l'année dernière, déjà, le président de la République s'offusquait du nombre de véhicules neufs commandés par les démembrements de l'État. À l'époque, le chiffre avancé se montait à 20 000 véhicules commandés entre 2010 et l'année 2000 et 2019, soit en moyenne 1000 véhicules neufs commandés par l'administration chaque année. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Allons à Toubatoul, dans le département de Thiès. Des populations refusent de payer l'impôt et boycottent le paiement de la facture d'eau, et cela a un impact sur le fonctionnement du forage et de la collectivité locale de cette commune. Autant de problèmes soulevés par les autorités locales. C'est pourquoi des acteurs du développement sont à Toubatoul pour une médiation et pour sensibiliser les populations sur l'importance de l'impôt. Reportage à Toubatoul, les populations refusent toujours de payer l'impôt. Le non-paiement de la patente est un des facteurs qui bloque le fonctionnement de la collectivité territoriale. Le maire de Toubatoul, Daoud Tine. Dans ce marché hebdomadaire, nous avons de sérieux problèmes pour la collecte des recettes. Si vous allez dans le forail, il y a problème. Là où il y a les vendeurs, il y a problème de faire la collecte générale au niveau de la commune. Il y a l'impôt que les populations doivent payer. Et si les populations ne payent pas l'impôt, ça va aussi handicaper vraiment nos investissements au niveau de la commune. Le maire en a profité aussi pour étaler tous les maux dont souffre sa collectivité locale. Personne n'a pas le droit d'inciter les populations de ne pas payer l'eau. Comment se fait que dans une commune comme ça, tu demandes aux populations de ne pas payer de l'eau et ces populations parviennent à avoir de l'eau? C'est pas possible. Pour fonctionner le forêt, il faut de l'électricité ou bien du gasoil. Si les gens ne payent pas. Il faut que les populations aient un minimum de civisme. Les collectivités territoriales ne seront plus viables si les citoyens refusent de payer l'impôt, selon Momodou Lamarana Bari, expert en gouvernance locale pour le développement USAID. Et si cette prise de conscience-là, véritablement, va davantage changer la chose et permettra à la collectivité territoriale aussi davantage de pouvoir gagner ces ressources-là et en réalité pour les réinvestir pour les populations-là. Parce qu'il y avait un déficit de communication. Ce forum communautaire avait réuni tous les chefs de village de Toubatoul, les commerçants et éleveurs, une manière de les sensibiliser sur la pertinence de la patente. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Restons avec l'avis des collectivités locales. Depuis plus de 2 semaines, la commune de Nguékhokh est sans eau, une situation que les éleveurs femmes au foyer, entre autres, ont dénoncée. Les élèves, pour leur part, ont même observé une grève pour manifester leur colère. Mais les autorités locales donnent les raisons du manque d'eau et essaient de rassurer les populations. Abdourahmane Diallo. Des bidons, des seaux, des bassines et autres, nous sommes à Nguékhokh. Ici, depuis quelque temps, il est difficile de trouver le liquide précieux. Une situation que déplorent les habitants de cette commune. D'ailleurs, même les élèves de la localité avaient observé une grève pour dénoncer cette situation. Les autorités locales expliquent ce manque d'eau. Pape Songué Diouf, maire de Nguékhokh.
Le forage qui était là donnait de l'eau à 5000 personnes. Et maintenant, la population de Ngeko a dépassé les 60 000, je crois bien. Donc, ce qui donnait à 5000 personnes de l'eau, c'était un village. Il y avait une commission de gestion. C'était un petit forage, un petit château d'eau de 150 mètres cubes. Imagine, dans 150 mètres cubes. Actuellement, il y a 2 forages qui pompent de 24 heures sur 24. Et ça, ils ne peuvent pas remplir les tuyaux. C'est la raison pour laquelle les gens, chaque fois qu'on pompe de l'eau, les gens l'utilisent immédiatement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Le député maire rassure ses administrés. Il estime que peut-être dans 2 mois, ce manque d'eau ne sera qu'un mauvais souvenir. En 2015, je crois bien, en 2014, voire le président de son excellence Macky Sall, il nous a mis en rapport avec la Banque mondiale pour un projet de 3,5 milliards pour construire un château d'eau de 1100 mètres cubes et deux forages de 200 mètres cubes. Ça veut dire, si toutefois qu'ils ont commencé à fonctionner, le souci d'eau à Ngeko sera terminé. Donc, ils sont en phase d'installation pour le moment. Donc, je pense que leur délai doit être au mois de mars, fin mars. Mais en attendant la livraison du château d'eau, Ngeko prend son mal en patience. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. 12h11, Louga, toujours dans l'attente des résultats de l'autopsie de l'enfant mort des suites de mauvais traitements infligés selon donc les versions disponibles jusqu'à présent par son maître coranique. Le corps a été rendu à la morgue de l'hôpital de la ville hier. Au sujet de cette recrudescence des meurtres et autres maltraitances d'enfants, le collectif de structures d'appui aux enfants en situation difficile réclame l'application de la loi dans toute sa rigueur contre les auteurs de ces actes de violence. Le COSAED est actuellement en tournée à l'intérieur du pays pour recueillir auprès de la société civile locale de nouvelles propositions allant dans le sens de renforcer la protection des enfants, l'objectif étant de soumettre le document à l'appréciation des décideurs. Lamine Ba. Enlèvement, maltraitance, tuerie, les enfants sont devenus la cible régulière de malfaiteurs dans notre pays. La recrudescence du phénomène inquiète le collectif de structures d'appui aux enfants en situation difficile qui prône l'application de la loi dans toute sa vigueur contre les auteurs des actes de violence dirigés vers les enfants. Augustin Carvalho, un des responsables du COSAED. Par rapport à la question de tuerie, c'est la loi qui doit être appliquée. C'est très simple. Mais on ne peut pas concevoir encore dans un pays où on parle de droit, où aujourd'hui il y a des enfants qui sont tués, violés, maltraités et que voilà, souvent les auteurs ne sont pas inquiétés. C'est des gens qui font, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois ou même 1 an qui sortent. Alors qu'il y a des lois qui sont là qui permettent effectivement à ces auteurs-là de purger. C'est très simple. Ces organisations de la société civile engagées pour la cause de l'enfant ont décidé de franchir le palier de la dénonciation. Un document contenant une série de propositions émanant de la base va bientôt être soumis aux autorités pour étoffer le dispositif de protection de l'enfant. Ce qu'on fait, c'est de collecter les différentes propositions et d'acquérir effectivement, leurs solutions. Nous voulons effectivement inviter l'État à s'ouvrir à la société civile, aux populations, parce que la question de la protection de l'enfance n'est pas uniquement dans les grandes villes. À Ziguinchor, une trentaine d'organisations de la société civile qui œuvrent dans la protection de l'enfant ont échangé 2 jours durant avec les responsables du COSAED. Plusieurs propositions en adéquation avec les réalités de la région ont été dégagées. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Souleymane Niang. Le transfert d'argent local au bord de la faillite, l'alerte est de ses prestataires regroupés autour du RENAPTA. En croire le réseau national des prestataires d'argent, il y a une complicité entre les banques et les opérateurs pour ne pas appliquer l'instruction 13 de la BCEAO qui organise le transfert d'argent. Une violation de la loi devant laquelle l'État est resté aphone, selon le RENAPTA, qui avertit quant aux conséquences que pourrait engendrer cette situation. Khalil Ndiaye est le président du RENAPTA au micro de Pape Diba. Nous dénonçons une complicité de la part des autorités. Qui sont ces autorités? C'est des organes de contrôle et de gouvernance d'un secteur. Le transfert obéit à des règles. Travaillons sous l'égide d'une instruction, l'instruction 13 de la BCEAO, qui a été promulguée en mai 2016. Et nous sommes dans un pays organisé. Quand des lois sont votées, c'est pour être appliquées. Nous avons constaté que depuis que cette loi est sortie, il n'y a jamais eu d'application. Et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est exactement la conséquence de la non-application de l'instruction 13, qui pourtant est claire. Dévolu aux banques un rôle, à l'opérateur un rôle. Après avoir fait sa plateforme, la plateforme est confiée à des banques. C'est des banques qui ont l'agrément
C'est ce qui n'a jamais été fait. Et aujourd'hui, ces banques-là ont le tête de complicité ou d'arnaque parce qu'elles acceptent de prendre des commissions, mais elles n'acceptent pas de jouer le rôle que leur devait ouvrir des comptes pour des prestataires, avoir un rapport direct avec l'entreprise, surveiller et garantir la traçabilité de l'argent. C'est ce qui manque. Et nous avons écrit à qui des droits, au ministère des Finances, du Commerce, à tous ces secteurs-là que nous pensons qu'ils gouvernent le secteur du transfert. Mais aucune de ces structures-là n'a donné suite à nos appels. Nous continuons à dénoncer. Aujourd'hui, ce n'est plus de la dénonciation, c'est un constat. C'est des structures qui ferment boutique. Baraka Solution, Yoni plus récemment, est parti avec des centaines de millions. Aujourd'hui, c'est le Wari qui est en grosse difficulté. Et c'est des menaces de perte d'emploi, des milliers et des milliers d'emplois. C'est pourquoi nous disons que tout cela s'est passé. C'est parce qu'il y a eu la complicité des organes dirigeants. Le restaurant central de l'université Cheikh Anta Diop, qui avait pris feu en début de semaine, a repris le service au grand bonheur des étudiants. L'annonce a été faite ce matin par le chef du département des restaurants de l'université, Seydou Diouf, au terme d'une visite en compagnie du directeur du COUD, le Centre des œuvres universitaires de Dakar. Le voici, Seydou Diouf, que je vous propose d'écouter. C'est le lundi que l'incendie s'est déclaré. Immédiatement, il a convoqué, il a rassemblé ses services. Et en l'occurrence, le service du département de la restauration universitaire, le service du département des services techniques, mais également le gérant privé qui assure la gestion et l'exploitation de ce restaurant. Instruction nous a été donnée de démarrer les prestations dans les délais les plus brefs. Donc nous avons sollicité l'accompagnement de la société Harloubi. Nous avons fait veiller 2 nuits pour tenter de rétablir très rapidement l'ensemble des installations qui ont été endommagées. Effectivement, hier, depuis 3 heures du matin, nous avons fini toutes les réparations et les entretiens nécessaires pour une reprise des prestations. Alors, nous avons fait les essais. Aujourd'hui, tous les appareils fonctionnent de manière correcte, y compris les 2 marmites qui avaient créé le feu. Donc, vous pouvez vous en rendre compte tout de suite. Ils sont aussi opérationnels que les autres qui n'ont pas été endommagés. Donc, les services sont repris depuis le petit déjeuner. Donc, les choses continuent leur cours normalement. Et les étudiants seront très soulagés par rapport aux 2 jours où nous avons fait des efforts surhumains pour les contenir dans les 2 restaurants, que sont le restaurant argentin et le restaurant self. 12h18, lutte contre le coronavirus. Aucun dispositif n'a été mis en place à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. C'est le constat de notre envoyé spécial Ndaté Diop. Une situation que dénoncent des citoyens sénégalais qui traversent cette frontière. Ils estiment que la porosité de nos frontières peut nous réserver des surprises. Ndaté Diop. Karang, à la frontière sénégalo-gambienne, un contrôle strict d'identification au poste de police, mais pas l'ombre d'un dispositif sanitaire dans ce contexte de coronavirus, situation qui émeut ses passagers. Ce que j'ai vu ici, franchement, on est arrivé dans les frontières, donc nous avons fait, nous avons sur carte d'identité. Contrôle d'identité seulement. Parce que nous ne savons pas, mais vraiment ils devraient le faire parce que vous savez, à la frontière il y a beaucoup de monde, donc l'idéal en tout cas veut qu'on surveille les gens, savoir s'ils sont en bonne santé ou pas. Vraiment nous ne savons pas, mais c'est regrettable. À part ça, cet homme, la quarantaine dépassée, constate la porosité de nos frontières et parle de légèreté. Non, moi je ne l'ai pas constaté du tout. Bon, est-ce qu'aujourd'hui ils sont conscients donc, de ce phénomène, eu égard par exemple à cette maladie qui a fini donc, de défrayer donc, la chronique et même imposer donc, une psychose au niveau international. Bon, étant donné qu'on quitte un pays à un pays, normalement, je crois, en ce qui me concerne, on devrait mettre donc, l'accent donc, sur ça, imposer donc, le contrôle d'identification, mais aussi le contrôle sanitaire. Bon, le contrôle sanitaire, pour moi, doit avoir lieu. En territoire gambien, aussi le constat est le même. Aucun contrôle sanitaire. Les gens, quelle que soit la nationalité, entrent ou sortent pour fouler le sol sénégalais, sans difficulté après avoir sacrifié à la vérification d'identité. À ce rythme, loin d'être un oiseau de mauvais augure, l'irréparable peut se produire. Ndaté Diop Banjul, Radio Futur Média. Ndaté Diop qui est en Gambie dans le cadre de la 6e édition du Festival international Soninké qui s'ouvre ce jeudi.
Il va se poursuivre jusqu'au 24 février prochain. Toujours sur l'agenda sous-régional, ouverture du salon de l'habitat à Bamako, plus de 60 exposants venus de plusieurs pays de la sous-région, une rencontre d'échange entre promoteurs au menu. La cérémonie d'ouverture sera présidée par le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta cet après-midi au Centre international de conférence de Bamako. Écoutons là-dessus Diana Bosseïdouba, l'organisatrice de l'événement, au micro de Salimata Aou, notre envoyé spécial. Alors je pense que déjà le salon est en train de connaître son envol, même si on n'a pas encore démarré. Mais hier avec le dîner de gala de Youssou, donc je pense qu'on démarre bien. Donc cet après-midi, on va ouvrir officiellement le salon, le Sahaba, le salon de l'habitat de Bamako. Là actuellement, on est à peu près à une 60aine d'exposants. Les Sénégalais sont représentés, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Maliens bien sûr. Donc juste pour dire que les 8 pays membres de l'UEMOA sont représentés. Donc hier, quelqu'un m'a dit que Rascom et Apim ont fait danser l'Afrique et surtout l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est important donc pour nous de mailler un peu ce qui se fait en termes d'immobilier, de foncier, donc en Afrique de l'Ouest, que les gens se posent un peu pour parler de financement, pour parler de sécurité donc des villes. Et qui parle de sécurité des villes, parle d'urbanisation, parle de plan donc d'urbanisation également. Donc je pense que c'est important que les gens repensent aux villes pour les villes futures. Cet après-midi, le président Ibrahim Boubacar Keïta sera là. Il va présider donc la cérémonie d'ouverture. Et je sais que les promoteurs immobiliers de la sous-région auront l'occasion donc d'échanger avec lui sur les meilleures stratégies à mettre en œuvre pour la création de futures villes. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Binta Diallo. Bonjour Soleiman. Le Diamond Princess au large du Japon enregistre ses premiers décès. 2 morts emportés par le coronavirus. Information AFP, une femme et un homme de nationalité japonaise confirmés par le ministère japonais de la Santé. Aujourd'hui, il s'agit là des premiers cas de décès parmi les porteurs du virus sur le navire croisière en quarantaine au large du Japon. 621 personnes à bord, dont 270 ressortissants japonais, 88 américains, 48 australiens et 50 canadiens. Le Canada qui se prépare à accueillir ses fils et se prépare également à toute éventualité. Nous retrouvons à Montréal Mamoudou Aïssandiaï. La pandémie du coronavirus préoccupe le Canada. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé le rapatriement de ces Canadiens prévu jeudi, puisqu'il annonce 46 sur 250 Canadiens étaient attendus à bord d'avions. 500 passagers sont sortis du bateau Diamond Princess, provoquant la réaction mitigée des Japonais avec la fin de la quarantaine qui suscite un tollé. Une inquiétude causée par la libération de plus de 90% de Japonais touristes qui étaient à bord et 10% d'étrangers qui ont le libre cours de rentrer chez eux ou de rester au pays du soleil levant. Les prochains jours édifieront si l'évolution du coronavirus impacte ces malheureux excursionnistes qui étaient à bord de ce bateau. Mamoudou Aïchendiaï, Montréal, Radio Futur Média. Mamoudou Aïchendiaï qui nous apprend également qu'au Canada, il y a eu un carambolage de 200 véhicules et qui a fait 2 morts et 24 blessés graves ce matin. Guinée-Bissau, où le collectif des avocats du vainqueur à l'élection présidentielle a rompu le silence. Les conseils de Umaro Sissoko Embalo ont attaqué la décision de la Cour suprême de justice. Selon les avocats de celui qui est déclaré vainqueur à l'élection présidentielle, l'arrêt du point de vue politique et même juridique comporte des incohérences. Abissa Ounoa Mankali. La réaction des avocats d'Oumar Sissoko Embalo, vainqueur des élections présidentielles, sur le dernier arrêt de la Cour suprême qui a ordonné à la Commission nationale électorale de procéder encore au dépouillement national, est contenu dans un communiqué lu par le porte-parole du collectif des avocats Florentine Diaz lors d'un point de presse. L'avocat a rappelé que la sortie de l'arrêté est hors délai car la Cour suprême de justice a notifié les parties 72 heures après l'expiration de la durée légale des contre-allégations concernant le recours déposé. Diaz a assuré que dans l'arrêt, les juges conseillers avaient pris 2 décisions. Premièrement, selon l'explication de l'avocat, ils n'ont
pas reconnu la demande de nullité de l'ensemble du processus électoral comme l'avait demandé Domingos Monsfera, car ils ont compris que l'opération de consolidation des résultats électoraux menée par la Commission nationale électorale le 4 février dernier, conformément à la recommandation de la mission ministérielle de la CEDEAO, est un acte de valeur extra-procédurale, c'est-à-dire une recommandation politique. Le porte-parole du collectif des avocats a déclaré qu'il espérait que la CEDEAO va tirer des conséquences politiques et juridiques contre cette attitude des juges conseils de la Cour suprême, Nouaman Kelbissau. RFM. Le Nigeria a besoin de 100 000 soldats supplémentaires pour vaincre Boko Haram. Une déclaration du gouverneur de l'État de Borno. Borno, l'une des régions nigérianes la plus touchée par les attaques de ces terroristes. Direction le Maroc. À la découverte d'Al-Bourak, du nom de ce train marocain à grande vitesse très prisé par les voyageurs de ce pays de l'Afrique du Nord. Dans le voyage qui dure 2 heures à la gare de Tanger, direction Casablanca. Khadim Baye, reportage. 18h pile à la gare de Tanger. Le départ pour le TGV Al-Bourak est imminent. Attention à la fermeture des portes. Destination Case Voyageurs. Et c'est parti donc pour 2 heures et 10 minutes de voyage. Un voyage express vers la capitale Casablanca. Souhaitons un agréable voyage. Les yeux rivés sur leur téléphone portable ou ordinateur, certains passagers à bord se laissent divertir tandis que d'autres profitent de l'aventure pour finir quelques tâches du quotidien. Mesdames et messieurs, vous pourrez explorer une cafétéria est mise à votre disposition. Les romantiques, eux, se laissent perdre dans les magnifiques paysages aux abords de la ligne du TGV qui frôle déjà les 300 km à l'heure. Après seulement quelques minutes de course, un passager laisse exploser son émerveillement. Déjà, il est plus confortable que le train qu'on appelle maintenant Atlas. Il fait moins d'arrêts. Et c'est surtout la rapidité qui m'a bluffé. Arrivé à Kénétra, notre interlocuteur nous fausse compagnie. En lieu et place de 3 heures, il a fait son trajet en seulement 55 minutes. Arrivé dans la ville blanche, terminus donc, Hicham, un compagnon de voyage qui vient de découvrir les plaisirs des ailes de Al-Bourak, nous raconte sa première expérience, tout sourire. Globalement, je suis assez satisfait. À l'intérieur, les sièges sont confortables. Il y a des prises, mais il n'y a pas de Wi-Fi. Les toilettes sont propres, donc je suis assez satisfait. Voilà. Lancée en novembre 2018, la LGV Al-Bourak a assuré en 2019 le transport de 3 millions de voyageurs avec un taux d'occupation de près de 70% en semaine et 100% pour le week-end et les jours fériés. Une belle performance pour ce géant du transport en commun. Khadim Baye de retour de Tanger pour la radio Futur Média. Le Maroc savoure son TGV. Nous attendons toujours notre TER. Souleymane, c'est tout. Merci Binta Diallo. Point de vue, tout à l'heure, nous parlerons de la dernière décision du chef de l'État de mettre fin à toute acquisition de véhicules de service et de fonctions au nom de l'État, de ses démembrements également. Pour en parler, nous serons avec nos 2 experts tout à l'heure, le secrétaire général du syndicat de l'administration et un ancien ministre qui viendront donc discuter avec nous de cette question. Rendez-vous tout à l'heure. Bienvenue à vous, Youssouf Bodian. Merci, Souleymane. Le sport, c'est d'abord la boxe. Le tournoi de qualification olympique démarre cet après-midi. À 15h30, il y aura les allocutions du président du CNOS, Daniel Ndiaye, du représentant du CIO, Morinari Watanabe, et du ministre des Sports, Matarba. À 16h, les premiers combats démarrent au Dakar Arena. L'équipe du Sénégal a été réduite à 5 boxeurs. Pape Mamadou Sow, seul local du groupe, et Adolphe Silva, venu de la Suède, sont recalés. En revanche, Pape Mamadou Ndiaye, moins 75 kg, venu des États-Unis, sera sur le ring à 16h. Le président de la fédération de boxe nous donne de ses nouvelles à quelques heures de son combat contre un Angolais. Il s'appelle Tcherno Seydouba. Il est prêt en tout cas à en découdre avec son adversaire, un Angolais. Alors nous lui avons prodigué des conseils, surtout le directeur technique national et l'entraîneur national. Il est fin prêt. Tout à l'heure à 16h, nous saurons à quoi nous en tenir. Le 25, nous aurons 3 combats. Mais le groupe a été amputé de 2 boxeurs, malheureusement.
Ce n'est pas seulement le Sénégal, parce que au CIO, ils sont très stricts. Pour l'un, il manquait une signature sur le carnet médical, le livret médical. Donc, nous avions quelques minutes pour réparer cela. Alors, le deuxième vice-président et l'entraîneur des filles sont allés revoir le docteur c'est lui qui avait omis de signer une partie. Il avait fait une signature et avait omis de signer au milieu du livret. Il y avait une page qui devait signer aussi. Et quand ils sont revenus, les gars avaient fermé l'inscription. Celui qui est venu de Suède, lui, on l'avait appelé pour pallier l'absence de Diaho. C'était le réserviste. Il est revenu, mais malheureusement, il ne remplissait pas toutes les conditions pour pouvoir monter sur le ring. Nos boxeurs ont besoin de l'appui du public pour faire une bonne prestation. Alors nous demandons à tous les Sénégalais qui peuvent venir de le faire. Les bus sont à leur disposition. Thierno Sedouba, donc le président de la Fédération sénégalaise de boxe, le coup d'envoi du TKO de boxe qui coïncide avec la pose de la première pierre du stade olympique à Diamniadio. Et pas de souci à se faire, selon le président du comité local d'organisation, Ibrahim Ouatta. C'est pour ça que nous avons avancé à 15h30 le prononcé du discours de bienvenue du ministre. Bien entendu, l'ensemble des sportifs qui seront des passionnés de boxe pourront peut-être rester, mais je ne suis pas sûr que ce sont les quelques personnes qui seront à la boxe qui empêcheront cette grande mobilisation à laquelle appelle le ministre des Sports pour accueillir le président de la République et le remercier pour ce beau cadeau fait au mouvement olympique. Donc nous sommes en train de bien articuler le jeu pour ne pas qu'il y ait de conflit d'agenda. Au contraire, je pense à quelque chose, cette coïncidence est bonne, parce que simplement, ça fera que, au même moment, à quelques heures de décalage près, Diamniadio vibrera au nom du sport, l'Olympique qui se passe dans l'arène et la pose de la première pierre pour compléter cette belle infrastructure. Football, le Sénégal reste leader en Afrique. Les Lions conservent leur première place dans le classement FIFA du mois de janvier et février, publié ce matin. La Tunisie est deuxième, suivie du Nigeria et de l'Algérie, champion d'Afrique, qui est quatrième. Le Sénégal qui conserve donc sa 20e place mondiale derrière la Belgique, toujours numéro 1, la France, championne du monde, et le Brésil qui complète le podium. Et puis les 16e de finale de la Ligue Europa, des Sénégalais sont concernés. Il y a avec l'équipe de l'Olympiakos, Pape Abdou Cissé qui affronte Arsenal à 20h, Stéphane Badji et les Bulgares de Ludogorets qui défient l'Inter Milan à 17h55, Dembaba et Istanbul Başakşehir qui jouent contre le Sporting Portugal à la même heure. Le club Bruges qui reçoit Manchester United sera sans Crépin Diatta blessé. Et puis la grosse surprise du mercato hivernal, Martin Braithwaite qui s'est engagé avec le FC Barcelone jusqu'en 2023 pour 18 millions d'euros. L'attaquant danois arrive comme joker médical après la blessure d'Ousmane Dembélé jusqu'à la fin de la saison. L'attaquant de 28 ans évoluant jusque-là à Leganés où il a marqué 6 buts en 24 journées de Liga cette saison. Merci Youssouf Bodian.